Bonjour et bienvenue à tous dans le cadre de l'émission Trésors de Sarthe, animée aujourd'hui par des rédacteurs bénévoles de la Vie Mancelle et sartoise. En entrée en matière, nous allons vous présenter très rapidement quelques articles ou dossiers parus au sommaire du numéro 480, qui est daté du mois d'octobre et qui est en kiosque depuis quelque temps maintenant. Nous y avons un dossier sur la Sarthe, sur la rivière Sarthe, sous la plume de Daniel Levoyer. Un dossier qui se poursuivra dans le prochain numéro et avec des aspects un peu inattendus sur notre rivière sartoise. Également un article sur le Grand Maupertuis au Mans, collège qui a une institution, je dirais plutôt, qui a eu un passé, une histoire assez compliquée avant de devenir, pour une partie, le lycée Saint-Charles, pour au moins l'un des anciens bâtiments. Vous y trouverez également quelques pages sur Montreuil en Champagne, une paroisse aujourd'hui disparue malheureusement, et puis un article assez inattendu sur les courses motonautiques sur le lac d'Aucy-le-Guillaume à Coco-Plage. Coco-Plage qui n'a pas toujours eu l'image d'aujourd'hui, mais qui a traversé des années assez festives et assez bruyantes. Nous aurons deux invités. D'une part, Jean-Pierre Guyard, le président de l'association qui gère notre magazine Vie Mancelle et Sartoise, qui interviendra en seconde partie. Et puis Serge Bertin, auteur sartois et spécialiste du patois, que nous remercions d'ores et déjà pour sa rubrique régulière sur une miette de patois, je ne sais pas si je dis avec le bon accent, qui paraît régulièrement dans notre revue. Et Serge Bertin est également un fin spécialiste des cimetières du Mans. Alors, pourriez-vous nous dire, Serge, ce qui vous a amené à cet intérêt pour les cimetières, tout d'abord, en général, et le Grand Cimetière du Mans en particulier? Ah, là, vous m'interrogez sur une question très intime. Lorsque je n'ai plus eu peur de la mort, parce qu'on a tous peur, on sait qu'on va tous y passer, mais lorsque je n'ai plus, c'est lorsque mon père est décédé. Il est décédé en 1998, et à ce moment-là, j'ai vu devant moi un bel homme, une belle statue, et la mort n'a plus été cette figure grimaçante qu'on appelle la grande faucheuse par ailleurs. Non, c'était le repos. Et dès lors, cette espèce de crainte instinctive envers la mort m'a conduit à tenter d'apprivoiser mon angoisse, qui est sous-jacente comme à chacun d'entre nous, mais faire en sorte que cette angoisse ne m'immobilise pas. Et dès lors, quand j'entre dans un cimetière, j'ai presque l'impression d'entrer dans une grande famille qui ne me veut pas de mal, surtout pas, mais qui m'accueille. Tous les défunts sont là, et je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur des défunts. Mais la plupart des cimetières ont d'ailleurs une rue ou une avenue qui y mène, et qui s'appelle rue ou avenue de la Paix. C'est assez général. Ça peut arriver, ou rue du Paradis, où il y a un certain nombre de voies qui mènent vers une espèce de tranquillité, si je peux dire. Et donc, dès lors, les cimetières ne m'ont plus effrayé, sont devenus un lieu presque familier. Il n'y a aucun voyeurisme dans mon esprit, mais une espèce de tranquillité d'esprit. Et c'est ce qui fait qu'à partir du début des années 2000, j'ai eu envie de faire une recherche, et à l'époque, je faisais partie de l'association des Émile Louis-Simon créée par Anne Fillon, et avec son accord, nous avons rédigé, avec quelques guides habitants, un petit ouvrage qui s'appelle « Territoire partagé », qui est une sorte de guide de visite des cimetières de la Sarthe. Et depuis, ma foi, les cimetières sont un lieu de promenade et de découverte, car dans les cimetières, tout bruisse de mots que l'on ne pourra pas entendre, mais que l'on peut voir, que l'on peut ressentir. Les cimetières bavardent. Vous faites la différence d'ailleurs avec les musées, où un tas d'objets du patrimoine sont enfermés, entre guillemets, tandis que les cimetières, j'allais dire, ont encore une vie. Le cimetière, c'est un musée en liberté. Vous êtes particulièrement intéressé au grand cimetière et cette affaire remonte à l'an 1000. Enfin, c'est déjà très ancien. Si vous cherchez et retrouvez le cimetière de l'an 1000, vous n'avez plus qu'une trace.
c'est une trace par le nom d'une voie, la rue des Ifs, dont on peut supposer, les Ifs étaient souvent associés au cimetière, et la rue des Ifs qui se trouve à l'angle de la rue de la Mariette, en gros, et de la rue Chanzy, eh bien c'est là, dans tout ce secteur, que se trouvait l'ancien grand cimetière du Mans. Les événements se sont accélérés avec la Révolution française qui a fermé un certain nombre d'enclos paroissiaux et de cimetières qui existaient déjà au Mans, aux alentours de la Couture. Alors, non, le grand cimetière, le vieux grand cimetière, se trouvait donc entre la paroisse Sainte-Croix et la Couture, et c'est là que se trouvait le cimetière qui accueillait la plus grande partie des défunts du Mans et des nombreuses paroisses. Sachant que dans beaucoup de paroisses dans la vieille ville ou ailleurs, il y avait le petit cimetière paroissial. Mais l'habitude était, et après la Révolution, vous avez raison, ça n'a plus été une habitude mais une obligation, d'enterrer les défunts dans ce grand cimetière qui était, je vous dis, en gros, à l'emplacement des anciennes mutuelles du Mans. Et très vite, ce grand cimetière est devenu complètement saturé. Dans les années 30, une épidémie de choléra commence à monter depuis le sud, donc commence à envahir le pays, la France. Les Manceaux se disent, on est déjà complètement saturé avec ce qu'on a comme mort. S'il y a une nouvelle épidémie, là, ça va être la fin de tout. Et donc, presque en catastrophe, un nouveau grand cimetière, la création d'un nouveau grand cimetière est décidée. Et le lieu est fixé dans un terrain qui appartenait autrefois à l'abbaye de Beaulieu et qui se trouve actuellement être le grand cimetière que, pour une raison que j'ignore, mais qui est, permettez-moi de le dire, totalement stupide, on appelle le cimetière de l'Ouest. Car celui qu'on appelle le cimetière de l'Ouest n'est pas à l'Ouest, mais il est au Nord. Et le cimetière de l'Ouest, il se trouve soit à Saint-Pavin, soit à Saint-Georges. C'est un peu compliqué, mais nous arrivons à vous suivre. Ce cimetière a des monuments assez remarquables. Parmi d'autres, vous citez la tombe de René Levasseur, notre républicain manceau-sartois qui a eu un destin national. Oui, d'ailleurs René Levasseur n'avait pas été enterré là. Il est mort à peu près au moment de la création de ce grand cimetière. Il a été enseveli dans le cimetière du Pré, qui à l'époque se trouvait près, du côté de l'avenue Rubillard, pour simplifier. Et puis son corps a été transféré et installé dans le grand cimetière actuel, oui. Rappelons en passant que René Levasseur était promoteur de l'abolition de l'esclavage. Oui. Et un grand révolutionnaire, et une association qui s'appelle les Amis de la Révolution maintient cette image du grand révolutionnaire que fut René Levasseur. Vous mettez également en exergue une stèle, la stèle de l'Ange, qui est une œuvre d'art par elle-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, vous savez, quand vous me dites la stèle, j'hésite à vous répondre parce que il faudrait que vous me précisiez. Parce que, à ma connaissance, il y a 2 belles stèles de l'Ange. Et il y en a une qui se trouve au nord et qui se trouve à l'extrémité, derrière la croix principale du cimetière. Ça, c'est celle de l'ancien maire du Mans, qui s'appelait Lefebvre, et c'est la tombe de la fille de Lefebvre, car il y avait un usage autrefois qui consistait à associer un enfant, la mort d'un enfant, et la tombe qui couvre la mort d'un enfant, avec l'ange qui emmène l'enfant vers le paradis. L'ange est souvent bienfaisant. Et puis, la stèle à laquelle vous faites allusion se trouve tout près de la grande croix principale. C'est une stèle discrète, il faut vraiment la chercher. Elle est à côté d'une chapelle et elle fait à peu près 1 mètre de haut, toute discrète, et un ange est en train et s'incline devant une urne funéraire. Ça, c'est la tombe de Madame Gruau et de sa fille. Madame Gruau meurt et sa fille meurt quelques semaines plus tard. Manifestement, là, c'est la mort d'une femme en couche et de son enfant qui ne peut pas survivre. On est là dans quelques années avant la création du grand cimetière, et là encore, Madame Gruau et son corps a dû être déplacé de l'ancien grand cimetière de Sainte-Croix, de la Couture pour simplifier, vers le nouveau grand cimetière, parce qu'elle est morte quelques mois avant l'inauguration, la bénédiction du grand cimetière. Vous évoquez également Arsène Lefebvre. Arsène Lefebvre, dont on a parlé, oui, qui fut le créateur de l'image du bébé Cadom. C'est lui qui a créé le bébé Cadom. Tout le monde connaît. C'est Arsène Lefebvre, qui a été également
un personnage important pour Le Mans, puisque c'est lui qui a créé le musée de Tessé et qui a dessiné les jardins de Tessé. Ce fut un maire important. Louis Cordelet est inhumé dans ce même cimetière. Louis Cordelet, il y a également Arsène Rubillard, etc. Oui, Monsieur Maury, Jacques Maury est enterré également, mais sous une tombe extrêmement modeste. Parmi les différents symboles utilisés sur les monuments, vous parlez du pavot. J'avais jamais associé le pavot au cimetière. Oui, si vous entrez dans le grand cimetière, donc, alors je ne parle pas de pavot, mais vous parlez de symbole, il faut quand même observer la très 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 belle chapelle néo-renaissance qui est celle de la cantatrice Marie Olivier, avec des symboles liés à la musique, puisqu'elle était cantatrice à l'opéra. Et puis, un peu plus loin, à droite, des petites chapelles qui bordent toujours l'allée principale. Et sur ces petites chapelles, eh bien, vous y trouverez, par exemple, des fleurs de pavot. Le pavot qui évoque le sommeil. Quand je vous disais tout à l'heure que les cimetières bruissent des messages que nous envoient les défunts, eh bien, ces messages, il peut s'agir des épitaphes, mais il peut s'agir aussi des images, des symboles. En conclusion, pouvez-vous attirer notre attention, vous le faites dans votre article, sur les concessions perpétuelles qui, en définitive, ne sont pas toujours perpétuelles? Alors là, je dis alerte. Alerte, une concession perpétuelle n'est pas perpétuelle. Et si elle est réputée en état d'abandon, la pierre n'est pas entretenue, la pierre est grise, elle n'est pas nettoyée. Quelques herbes folles se sont dégagées, vont sur la tombe. Alerte, la municipalité, le pouvoir public peut reprendre les concessions, donc les monuments, et en faire ce qu'elle voudra. Merci Serge Bertin, un homme averti en vaut deux. Oui. Peut-être certaines familles vont-elles s'inquiéter de cette affaire. Là, il faut téléphoner à la mairie. Petite plage musicale, nous allons entendre un duo d'extraits de l'opéra Lakmé de Léo Delibes, notre Sartois Léo Delibes. Il s'agit d'un duetto lyrique composé en 1881 et qui est interprété par deux sopranos mezzo. Il s'agit de Nathalie Dessay et de Delphine Aédan.
Il s'agit d'un duetto lyrique composé en 1881 par Léo Delibes et qui était interprété par deux sopranos mezzo. Il s'agit de Nathalie Dessay et de Delphine Aédan. Revenons-en à notre magazine. Jean-Pierre Guyard, vous êtes président de l'ACTMR, l'association qui est aux manettes sur ce magazine. Tout à fait. Pour tous les aspects de composition, de fabrication, pourriez-vous nous expliquer un petit peu le fonctionnement, car il n'y a pas qu'écrire les articles, il y a bien d'autres tâches pour faire vivre ce magazine. Alors oui, effectivement, souvent sur cette antenne, comme sur toutes les antennes, on vous présente un produit fini. C'est-à-dire qu'on vous parle de notre publication, mais c'est vrai qu'il y a quand même un travail important. Avant, je dirais qu'il est de 3 ordres. Il y a le travail rédactionnel, c'est-à-dire du travail d'écriture basique, en passant après par le comité de rédaction qui va choisir les textes et les sélectionner, et puis le comité de relecture. Il n'est pas là pour réécrire le texte et en modifier le sens. Il est là pour arranger toutes les petites fautes de style, toutes les petites virgules, toutes ces petites choses-là dont on s'aperçoit pas obligatoirement. Et puis après, ça saute aux yeux quand on lit. Moi, ça m'arrive quelquefois de lire même des livres de chez Gallimard et autres, en me disant qui a relu ça ? Il y a une faute d'orthographe à tel endroit, c'est un petit peu gênant. Alors donc, il y a ce travail-là. Ensuite, il y a le travail que l'on fait avec un maquettiste, c'est-à-dire c'est celui qui va nous faire la mise en page, qui va nous placer les textes, les illustrations. Ensuite, il y a une relecture de la maquette, puisque la maquette, ce serait vraiment magnifique si c'était bon du premier coup, donc on va bouger un petit peu. Ah non, le texte, il serait mieux de ce côté-là, on ferait mieux. Et puis après, donc, ça part chez l'imprimeur. Et là, c'est déjà plusieurs mois de travail pour vous dire, nous allons relire le 3 octobre le numéro 481 qui sortira fin novembre. Alors, nous sommes tous des bénévoles et il faut citer l'association, j'étais trop bref tout à l'heure, il s'agit de l'ACTMR, l'association culturelle et touristique du Mans et de sa région, qui a été créée en 1959. Oui. Donc, oui, pourquoi faire simple ? Parce que quand je dis que je suis le président de l'ACTMR, quelquefois on me regarde avec des grands yeux ronds. Quand je leur dis, si je vous dis la vie Mansal, on me dit, tu pouvais pas le dire tout de suite. C'est vrai que, tout le monde connaît la vie Mansal et sartoise, et pas obligatoirement la CTMR.
Alors donc ça, c'est l'organisme de gestion. Et puis, je dirais que là, il y a un gros travail également, puisqu'il y a tout le travail de comptabilité et de trésorerie, parce qu'il y a le côté intellectuel et culturel et patrimoine, mais il y a également le côté bassement matériel. Recettes publicitaires également, qui nous aident à vivre. Tout à fait, recettes publicitaires, les ventes grâce à notre distributeur, les abonnements à gérer. Lorsque vous envoyez votre chèque, on va aller tout de suite le déposer à la banque parce que on est peut-être des fois un petit peu pressé. Et puis, oui, mais alors après, il faut qu'on tienne les fichiers à jour et toutes ces choses-là. Ensuite, tout le travail de trésorerie, effectivement, le travail de la relation avec le comptable, puisque pour récupérer la TVA, faut faire des déclarations trimestrielles. Enfin bref, je dirais c'est une association. Mais arrivé à notre niveau, c'est comme une petite entreprise. Il y a beaucoup de travail inattendu, c'est vrai, mais notre revue se porte bien et depuis longtemps, et vous espérez dans quelque temps fêter le 65e anniversaire. Oui, j'ai déjà trouvé le titre, et donc je disais hier à l'Assemblée Générale, j'ai déjà trouvé le titre de l'éditorial. Ce sera le numéro qui paraîtra en décembre 2024. Et le titre, ce sera 65 ans, et toujours active. Donc oui, elle se porte bien. On a eu des moments un petit peu difficiles, mais on a su prendre toutes les dispositions de gestion de façon à ce que l'on reparte du bon pied. Et toutes les bonnes volontés étant les bienvenues, si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous ferons place dans l'équipe de rédaction et de gestion. Il y a toujours du travail et tous les nouveaux venus sont les bienvenus. En conclusion, quelques mots pour vous rappeler notre présence au salon du livre Faites Lire qui aura lieu très prochainement les 7 et 8 octobre. Donc Faites Lire, nous aurons un stand. Nous aurons un stand, donc c'est le stand des éditeurs sartois. Et puis, nous aurons en dédicace 2 universitaires pour leur ouvrage sur Bérengère de Navarre et également sur les Plantagenets et le Maine. Un petit rappel sur notre site internet www.laviemancelle.net qui s'enrichit régulièrement avec de très nombreuses rubriques. Rubrique lecture, rubrique collaborateurs, anciens numéros, publications. Pour nous contacter, il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, aller sur l'onglet Contact du site que nous venons d'évoquer, ou également par courriel contact@laviemancelle.net. La Vie Mancelle tout attaché, comme pour le site d'ailleurs. Un petit coup de cœur, je pense à l'exposition de Roger Blaquière, le peintre sartois bien connu, qui présente ses tableaux au Fonds international d'art actuel du 20 octobre au 7 janvier. Ça sera une belle exposition. Voilà, bien nous espérons vous retrouver très prochainement sur l'antenne de RCF.